Le jour de mon mariage, ma sœur a déchiré ma précieuse robe de mariée, d'une valeur de 400 000 $, devant tous les invités. J'étais folle de rage et je l'ai prévenue qu'elle aurait à en subir les conséquences, mais ma mère, cruelle, a hurlé « Comment oses-tu menacer ma fille ?» puis m'a frappé si violemment au nez que j'ai vacillé en arrière et me suis cognée contre la table. C'est alors qu'un bruit fracassant a retenti, la porte a volé en éclats, et ce qui s'est passé ensuite a figé ma mère sur place, sous le choc. Ils n'ont pas déchiré ma robe une seule fois, mais deux, et cela, le jour le plus heureux de ma vie. Celle qui m'a mise au monde m'a frappé au visage, devant tout le monde. J'étais en sang, humiliée, le cœur en miettes. Pourtant, ce qu'ils ignoraient, c'est que ce coup de poing ne m'a pas brisé. Il m'a réveillée. Je m'appelle Erika, j'ai 28 ans, et jamais je n'aurais pu imaginer que le jour de mon mariage, ce jour que j'avais rêvé depuis l'enfance, deviendrait la scène d'un moment à la fois terriblement douloureux et profondément libérateur. En grandissant, je n'ai jamais été la préférée. Ma sœur cadette, Mira, attirait tous les regards, belle, audacieuse, toujours franche. Notre mère, Marcia, la chérissait au point qu'il m'arrivait souvent de me sentir invisible. En comparaison, j'étais la discrète, la responsable, celle qu'on appelait la fille ordinaire, concentrée sur ses études, son travail, et sur l'harmonie du foyer. Mais j'ai fini par comprendre qu'à trop chercher la paix, on finit par perdre sa propre voix. Pendant des années, j'ai encaissé les piques, les comparaisons, les remarques acides de Mira comme « Tu devrais déjà te sentir chanceuse d'avoir un copain ». Ça me blessait, mais je gardais tout pour moi. Je me suis consacrée à ma carrière, j'ai bâti une vie stable, et je me suis éloignée peu à peu de leur toxicité. Puis Jack est arrivé. Dès notre première conversation, il m'a regardée comme si j'étais suffisante, plus que suffisante même. Il respectait mes idées, encourageait mes projets, et me soutenait lorsque ma famille ne le faisait pas. Après 4 années merveilleuses, il m'a demandé en mariage. C'était simple, sincère, et parfait. Pour la première fois, j'ai pensé que peut-être, moi aussi, je méritais d'être au centre de l'attention. Préparer le mariage était un rêve éveillé. Nous avons choisi un lieu paisible, juste à l'extérieur de Brookhaven, entouré de jardins et de lumière douce. J'ai participé à chaque détail, les fleurs, la musique, la liste des invités. Mais ce qui comptait le plus pour moi, c'était la robe. Depuis mon adolescence, je rêvais de marcher vers l'autel dans une robe blanche féerique. J'ai économisé pendant des mois avant de choisir une création de haute couture, faite à la main, avec des couches de tulle, une dentelle sur mesure, et les plus délicates perles que j'ai jamais vues. Ce n'était pas donné, mais chaque centime en valait la peine. Jack l'a vue, a souri, et m'a dit, si c'est celle qui te fait te sentir comme une reine, alors c'est la bonne. Bien sûr, Mira a trouvé à redire. En voyant la robe, elle a ricané et lâché, ouais, elle est pas mal, mais tu trouves pas que c'est un peu exagéré pour quelqu'un d'aussi discret que toi? J'ai laissé passer. Toute ma vie, j'avais cherché leur approbation, mais plus maintenant. Ce mariage n'était pas à propos de leur jugement, il parlait d'amour, d'espoir, et d'un nouveau départ. Du moins, c'est ce que je croyais. À mesure que la date approchait, l'excitation montait, mais aussi quelque chose de plus lourd, une tension que je n'arrivais pas à nommer. Ce n'était pas seulement la pression de vouloir que tout soit parfait, mais l'ambiance pesante imposée par ma famille, surtout par Mira. Elle était revenue une semaine avant la cérémonie, et même si elle souriait sur les photos et tenait des conversations polies, il y avait toujours dans ses paroles une pointe d'acidité, comme une lame déguisée en velours. Un après-midi, alors que nous revoyions les plans de table, elle s'est penchée vers moi, d'une voix mielleuse à peine voilée de venin, a murmuré, « Franchement, je suis étonnée que Jack aille jusqu'au bout. T'es pas vraiment le genre de fille dont rêvent les hommes. » J'ai figé. Je voulais répondre, me défendre, mais avant que je ne dise quoi que ce soit, notre mère est entrée dans la pièce. Comme toujours, elle n'a pas réprimandé Mira. Jamais. Elle a posé sa main sur l'épaule de ma sœur et a dit avec un sourire chaleureux, « Ma chérie, tu sais toujours comment détendre l'atmosphère. » J'ai ravivé ma concentration sur le tableau de mariage devant moi, tentant d'ignorer la colère qui grondait en moi. Cela faisait des années que c'était comme ça. Mira me rabaissait, et Marcia, au lieu de corriger son comportement, l'encourageait, voire l'applaudissait pour sa soi-disant franchise. Ce n'était pas juste leurs mots qui me blessaient, c'était leur alliance silencieuse contre moi. Peu importe mes efforts, mes réussites, ou tout ce que je faisais pour mériter leur fierté, j'étais toujours celle qu'on ignorait,
jamais celle qu'on regardait vraiment. Mais j'avais Jake. Et j'avais sa famille. Sa mère, Vivian, était tout ce que la mienne n'était pas, douce, sage, profondément gentille. Lors de la dégustation du menu, voyant à quel point j'étais dépassée, elle a pris ma main et m'a soufflé doucement, « Erika, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour tout le monde. Sois juste heureuse pour toi-même. » Malgré ces mots rassurants, il était difficile de garder la tête hors de l'eau avec les remarques sournoises constantes de Mira. Lorsque Jake et moi avons fait notre séance photo de pré-mariage à la cathédrale, Mira s'est incrustée sans y être invitée. Elle traînait en bordure de chaque cadre, affichant des mines désapprobatrices. Je lui ai gentiment demandé de s'écarter. Elle a ri et a lancé, « Détends-toi, je veux juste m'assurer que tes photos ne soient pas trop ennuyeuses. » Plus tard dans la soirée, je l'ai surprise en train de faire défiler sur son téléphone des photos de moi en robe de mariée, zoomant dessus tout en esquissant un sourire moqueur. « Tu trouves vraiment que ça te va ?» a-t-elle murmuré, croyant que je ne l'entendais pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans dire un mot. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de savoir qu'elle m'avait atteinte, mais au fond de moi, un frisson m'a traversé. Un avertissement. Marcia aussi avait commencé à se comporter étrangement. Elle paraissait distante pendant les répétitions et semblait bien plus préoccupée par le plan de table que par moi. Pendant le dîner, elle chuchotait à des proches que la cérémonie devenait beaucoup trop extravagante. J'ai essayé de passer outre. Je voulais croire qu'au fond, elle finirait par s'adoucir. Qu'au jour du mariage, elle serait fière de moi. J'étais loin d'imaginer à quel point je me trompais. Le matin de mon mariage était un mélange d'excitation et de nervosité. Le soleil se levait doucement au-dessus de Brookhaven, projetant une lumière dorée sur le jardin où la cérémonie allait avoir lieu. Mes demoiselles d'honneur étaient déjà en train de se préparer dans leur suite pendant que je me rendais seule vers la salle d'habillage de la mariée, un espace intime, réservé rien que pour moi. Mon cœur battait fort, empli d'anticipation. Aujourd'hui, j'allais enfin porter la robe dont je rêvais depuis l'enfance. Mais en arrivant devant la porte, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que je tournais la poignée, la porte s'ouvrit brusquement de l'intérieur. Là, debout, refermant tranquillement son sac à main avec un sourire narquois, se tenait Mira. « Mira ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, confuse et sur mes gardes. Elle haussa les épaules avec une fausse innocence. « Oh, je pensais que c'était les toilettes. Cet endroit est mal fichu. » Son ton était léger, presque moqueur. J'ai passé le pas, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose clochait. En s'éloignant, elle a lancé par-dessus son épaule, « C'est un peu miteux ici, tu trouves pas ? Mais bon, ça te va bien. » Dès que je suis entrée, l'air a quitté mes poumons. Mon regard s'est figé sur l'endroit où ma robe de mariée avait été soigneusement suspendue la veille. Elle était maintenant en lambeaux. Du tissu de soie lacéré, tranché net avec rage. Je me suis précipitée, incapable de respirer. Les perles brodées à la main gisaient éparpillées sur le sol comme des espoirs tombés. Je suis restée figée. La pièce semblait se refermer sur moi. Une employée du lieu a passé la tête dans l'encadrement et a soudainement halté. « Oh mon Dieu, que s'est-il passé ?» Je ne sais pas, ai-je répondu d'une voix tremblante. Elle était intacte hier. Mira, elle vient juste de sortir d'ici. Le visage de l'employée a changé. Elle nous avait dit qu'elle préparait une surprise pour vous, qu'elle voulait quelques minutes seule dans la pièce. Je n'avais pas besoin de plus de preuves. La vérité m'avait déjà glacé le sang. D'une main tremblante, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Mira. « Quoi encore ?» a-t-elle répondu d'un ton détaché. « Tu étais dans ma loge. Tu as détruit ma robe, ai-je dit, la voix à peine stable. Tu parles encore de ce truc ? Elle était horrible de toute façon, a-t-elle lâché en ricanant amèrement. Peut-être que c'est une punition divine pour ton arrogance. Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça ? Ai-je demandé, les larmes montant. Quelle corvée, a-t-elle soupiré. T'as des preuves que c'est moi ? Vas-y, accuse-moi devant tout le monde. On verra bien ce que ça donne. Puis elle a raccroché. Je suis restée figée, le téléphone encore dans ma main, les doigts crispés. Mon rêve, le symbole de mon parcours, de ma joie, de mon identité, venait de m'être arraché par celle qui partageait mon sang. J'avais envie de crier, de m'effondrer. Mais à ce moment-là, un léger coup a retenti à la porte. C'était Vivian.
Elle a jeté un regard à la robe déchirée et s'est immédiatement approchée de moi, sans poser de questions. Erika, qui a fait ça? Je n'ai pas eu besoin de répondre. Elle l'a vu dans mes yeux. Et pendant un instant, elle n'a rien dit. Puis elle posa doucement une main sur mon épaule et dit, j'avais le pressentiment que quelque chose comme ça arriverait. C'est pourquoi j'ai apporté autre chose, une robe que j'ai portée le jour de mon propre mariage. Ce n'est pas qu'une simple robe, c'est un morceau d'histoire. Je la regardai, confuse. Tu as apporté une robe de rechange? Vivian hocha la tête. C'est une robe de haute couture, en soie italienne, brodée à la main de dentelle incrustée de cristaux. Elle valait plus de 400 000 $ à l'époque où elle a été confectionnée. Nous l'avons conservée avec soin toutes ces années. J'ai toujours rêvé de la transmettre à quelqu'un qui saurait l'honorer. Mon souffle se coupa. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vivian, je ne sais pas quoi dire. Elle me sourit. Dis oui. Enfile-la. Avance dans l'allée la tête haute. Ne laisse personne t'éteindre aujourd'hui. Et tout à coup, l'espoir revint. Pas à travers le rêve que je croyais indispensable, mais grâce à une femme qui croyait en moi, quand ma propre mère ne le faisait pas. J'inspirais profondément, essuyais mes larmes, et murmurais, allons-y, le soleil s'était maintenant entièrement levé, inondant de lumière les vitraux de la chapelle en plein air. Une musique douce résonnait sur les lieux, et mon cœur battait comme un tambour dans ma poitrine. Mais une étrange paix m'envahissait. J'avais pleuré, j'avais fait le deuil de la robe que j'avais choisie avec tant de soin, mais à cet instant, devant les grandes portes en bois, prête à marcher vers l'autel, je ne pensais plus à ce qu'on m'avait volé. Je pensais à ce qui me restait, l'amour, la dignité, et la force de me relever. Mon père, Thomas, se tenait à mes côtés, le bras tendu, les yeux brillants d'émotion. « Tu es éblouissante », murmura-t-il, la voix serrée. Je lui adressai un léger sourire. Ce n'est pas la robe que j'avais prévu de porter, mais c'est peut-être celle que je devais porter. Les portes s'ouvrirent lentement, révélant des rangées d'invités assis, des pétales délicats semés sur le chemin de pierre, et, au bout de l'allée, Jake. Mon roc, mon amour. Debout dans son costume gris parfaitement ajusté, les yeux fixés sur moi. Je le vis retenir son souffle en me découvrant. La robe, héritage de Vivian, scintillait comme un clair de lune. Sa soie italienne épousait ma silhouette avec une grâce royale, et la dentelle travaillée le long des manches et de l'ourlet dansait à chacun de mes pas. Les cristaux sur le corsage attrapaient la lumière du soleil à 100 endroits, projetant des éclats délicats le long de l'allée. Un long voile en dentelle traînait derrière moi, et sur ma tête reposait une tiare que Vivian m'avait glissée dans les mains quelques minutes plus tôt, en murmurant « Tu mérites de te sentir comme une reine ». À chacun de mes pas, des exclamations discrètes s'élevaient parmi les invités, mais je ne détournais pas le regard, jusqu'à ce que je passe devant les premiers rangs et que je voie Mira, assise à gauche, à côté de Marcia. Le visage de Mira était figé dans l'incrédulité. Sa bouche entr'ouverte, ses yeux écarquillés de stupeur. Elle s'attendait à me voir entrer humiliée, dans une robe de fortune. Et pourtant, j'avançais comme une reine. Marcia était à côté d'elle, le visage impassible, mais je vis sa main se crisper sur le bord de sa chaise. Lorsque j'atteignis l'autel, Jake prit ma main. Sa voix, basse et remplie d'admiration, me souffla « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue ». Derrière mon voile, je souris. « Tu n'as même pas idée de la matinée que j'ai eue ». Il rit doucement et serra ma main. La cérémonie commença. Et bien que le poids de tout ce qui s'était passé restait suspendu autour de moi, je me tenais droite, portée par l'amour de Jake et la force tranquille de Vivian. Nous avons échangé nos vœux sous la lumière tamisée, entourés de fleurs et de musique, et quand l'officiant nous déclara mari et femme, nous nous sommes embrassés doucement, tendrement, avec la promesse silencieuse que rien ne nous briserait. Alors que nous commencions à descendre l'allée, maintenant unis, des pétales s'élevaient dans l'air. Juste avant de passer devant Mira et Marcia, j'aperçus Mira en train de tordre le coin de son mouchoir jusqu'à ce qu'il se déchire. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient. Mais je ne détournai pas le regard pour me moquer ou pour la punir. Je continuai à marcher, la tête haute. Ce jour n'était pas une vengeance. C'était une reconquête de la joie. J'avais toutes les raisons de m'effondrer. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais présente. J'ai tenu bon. Et j'ai choisi l'amour plutôt que l'amertume. Le jardin s'était transformé en un paysage féerique pour la réception.
Des lumières scintillantes suspendues au-dessus des tables brillaient dans la lueur dorée du soir, et une musique douce flottait dans l'air. Les rires et le tintement des verres remplissaient l'espace, les invités se mêlaient dans la bonne humeur, et les serveurs circulaient avec des plateaux de bouchées et de champagne. Pendant un instant, tout semblait sortir d'un conte de fées. Mais je savais que la tempête n'était pas encore complètement passée. Jake et moi venions de finir de prendre des photos de groupe, et je me trouvais au centre de la réception, discutant avec certains membres éloignés de sa famille, toujours vêtus de l'exquise robe de Vivian. Elle m'allait parfaitement, comme si elle m'avait attendu toutes ces années. Les compliments affluaient, et même si je les acceptais avec modestie, je vis Mira, en retrait, les bras croisés fermement. Soudain, elle s'élança vers moi. « Pourquoi tu portes une robe aussi luxueuse ?» lança-t-elle, suffisamment fort pour que les invités proches l'entendent. « Ce voile, cette tiare, cette robe, pour qui tu te prends ?» Les conversations autour de nous se turent. « Ce n'est pas à toi de briller », continua-t-elle, la voix de plus en plus forte. « C'est moi la jolie, je l'ai toujours été. Et maintenant regarde-toi, en train d'exhiber quelque chose qui ne t'appartient même pas. » J'essayais de rester calme, mais je sentais la tension traverser la foule. « Mira, dis-je d'une voix posée, tu as déjà détruit ma robe ce matin. Pourquoi continues-tu » Elle s'approcha d'un pas, le regard plein de rancune. « Tu parles de ce chiffon que tu osais appeler une robe ? Même pas la peine d'être sauvée. » J'ouvris la bouche pour répondre, mais avant que je ne puisse dire un mot, elle tendit le bras, devant tout le monde, agrippa l'ourlet de ma robe, et le déchira. Un souffle collectif parcourut la foule. Le bruit du tissu arraché trancha le silence comme une lame. Mira avait tiré avec une telle force que la partie inférieure de la jupe en soie pendait maintenant, irrémédiablement abîmée. De la dentelle brodée et des cristaux couvraient le sol. Je restai figé, choqué, envahi par l'incrédulité. Des larmes me montèrent aux yeux, non seulement à cause du tort causé à une chose si précieuse, mais parce qu'elle l'avait fait sans honte, sans la moindre retenue, devant Jake, devant sa famille, et devant tous nos invités. Je ne pouvais pas rester silencieuse. J'ai fait un pas en avant et j'ai crié, la voix tremblante de fureur, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Mira ? Cette robe vaut plus de 400 000 $. Vivian me l'a confiée, et tu l'as encore détruite. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix tranchante fendit la tension. C'était Marcia. « Comment oses-tu parler à ta sœur sur ce ton » hurla-t-elle en se frayant un chemin parmi les invités. Elle me rejoignit en quelques secondes. « Maman, elle vient de déchirer ma robe, encore une fois, » dis-je en reculant, incapable de croire ce que j'entendais. Mais Marcia ne s'arrêta pas. « Tu crois que t'es une princesse maintenant ? À porter la robe d'une autre femme et à répondre à ta sœur le jour de ton mariage ?» Puis, avant que je puisse réagir, elle leva la main et me frappa en plein visage. Une douleur vive et brûlante explosa dans mon nez alors que je trébuchais en arrière, me rattrapant à l'accoudoir d'une chaise. Le sang se mit à couler, ma vision se troubla une seconde, non pas à cause de la force du coup, mais du choc. Un silence glacial s'abattit sur l'assemblée. Quelques invités crièrent. Jake accourut à mes côtés, hurlant mon prénom. Je portais une main à mon nez, sentant le filet chaud du sang, trop abasourdi pour pleurer. « Vous êtes folle » gronda Jake, se plaçant devant moi pour me protéger. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux ?» Avant que quelqu'un d'autre n'ait le temps de dire un mot, Jordan, le responsable du lieu, accourut. Il me regarda, vit le sang, puis se tourna vers Mira et Marcia. « J'appelle la police » déclara-t-il d'une voix ferme. « Et une ambulance. Ça s'arrête maintenant. » En quelques minutes, des gyrophares rouges et bleus apparurent aux grilles du domaine. Le bruit des sirènes se rapprochant fendait le silence pesant comme un glas. Les invités reculèrent, murmurant, certains avec leur téléphone en main, d'autres figés, incrédules. Jake me tenait la main pendant que j'étais assise sur une chaise, une serviette humide pressée contre mon nez par un membre du personnel. L'hémorragie avait ralenti, mais la douleur restait sourde, pas seulement à cause du coup, mais à cause de la trahison. Ma propre mère m'avait frappé, en public, le jour de mon mariage. 2 policiers en uniforme et 2 ambulanciers arrivèrent rapidement. Jordan les accueillit et les guida vers moi. Les ambulanciers s'approchèrent les premiers. L'un d'eux s'agenouilla calmement à côté de moi. « On va vérifier s'il y a un gonflement et s'assurer qu'il n'y a pas de fracture », dit-il doucement en balayant mon visage avec une petite lampe torche. « Vous vous sentez étourdi ?» Je secouai la tête. « Non, je vais bien, juste endolori. »
Je ne veux pas aller à l'hôpital, s'il vous plaît, soignez-moi ici. Il hocha la tête avec compréhension et commença à nettoyer la plaie. Pendant ce temps, les policiers séparaient déjà Mira et Marcia des invités. Mira s'agitait, l'expression tiraillée entre défi et panique. Marcia, quant à elle, semblait fière, toujours galvanisée par son acte, comme si c'était justifié. Elle m'a provoqué, cria Marcia alors qu'un officier la questionnait. Elle a insulté sa sœur. Jordan intervint avec fermeté, cette femme, la mère, a frappé la mariée en plein visage. L'autre, la sœur, a déchiré sa robe de mariée devant tout le monde. Nous avons plusieurs témoins et des caméras de sécurité. Le deuxième officier s'approcha de moi avec un carnet. Madame, je suis désolé que vous deviez vivre cela aujourd'hui. Souhaitez-vous porter plainte? Jake serra ma main. Je regardais les morceaux de tissu toujours accrochés à ma jupe, le sang sur mon voile, l'incrédulité dans les yeux des invités, et j'acquiesçai. Oui. Je souhaite déposer une plainte formelle pour coups et blessures, et pour dégradation de biens. J'ai des témoins et je veux que ce soit enregistré. Les policiers ne perdirent pas une seconde. Mira fut la première à être menottée. Vous plaisantez, hurla-t-elle. Ce n'était qu'une fichue robe. La robe dont elle parle, coupa Jake d'une voix glaciale, valait plus de 400 000 $, et ce n'était même pas la première qu'elle détruisait aujourd'hui. Marcia suivit. Elle tenta de se débattre en criant, « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis sa mère. » Oui, dis-je assez fort pour que tout le monde m'entende, et aujourd'hui, tu viens de prouver exactement quel genre de mère tu es. Des exclamations s'élevèrent dans la foule alors que les policiers lisaient leurs droits à voix haute. Des flashs d'appareils photo illuminèrent la scène. Plusieurs proches chuchotaient entre eux, d'autres semblaient visiblement mal à l'aise. Mais personne n'est intervenu pour les défendre. Pas cette fois. Lorsque les portières de la voiture de police se refermèrent derrière elle et que les gyrophares commencèrent à s'éloigner, je restai immobile, le cœur lourd mais la poitrine fière. J'avais pris position. J'avais dit la vérité. Et pour la première fois, le monde avait écouté. Les ambulanciers terminèrent de nettoyer mon visage. L'un d'eux me tendit un miroir. Mon nez était rouge, légèrement enflé, mais pas cassé. Dans le reflet, je ne vis pas seulement une mariée meurtrie. Je vis une femme qui refusait désormais de se taire. Jake se pencha et m'embrassa le front. Tu es incroyable, tu le sais. J'ai juste fait ce que je devais faire, murmurai-je. Elles ont déchiré la robe, mais pas ma dignité. La salle d'audience était silencieuse, hormis le martèlement régulier du marteau du juge et le froissement discret de papier. Cela faisait 6 semaines depuis le mariage. 6 semaines remplies de dépositions, d'entretiens, de documents légaux et de réflexions sans fin. J'ai levé les yeux vers le ciel et, pour la première fois, je me suis sentie entière, vraiment entière. C'est étrange comme la vie se replie sur elle-même. Une journée qui avait commencé avec de la soie déchirée et une confiance brisée s'est transformée en le commencement de quelque chose d'extraordinaire. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si tout s'était déroulé sans accroc. Si Mira n'avait pas déchiré ma première robe. Si Marcia n'avait pas levé la main contre moi devant une centaine de personnes. Aurais-je tout de même trouvé la force de dire stop? Aurais-je quand même compris la puissance du fait de me choisir, moi? Je ne porte plus de rancune. Non pas parce que j'ai oublié, mais parce que j'ai évolué au-delà. J'ai bâti quelque chose de réel à partir des ruines qu'elles ont laissées derrière elles. J'ai transformé la douleur en article. Chaque couture que je trace sur une robe de mariée, chaque création que je dessine naît du feu dans lequel elles ont essayé de m'engloutir. Et cette robe, l'héritage de Vivian, elle est désormais exposée à l'entrée de Second Bloom Bridal. Pas à vendre, mais comme un symbole. Un rappel que, lorsque quelqu'un tente de vous détruire, votre résilience peut devenir votre plus bel ornement. Sous la vitrine, une petite plaque est fixée. Elle dit, cette robe a été portée par une mariée qui s'est tenue droite, quand d'autres ont essayé de la faire tomber. Son histoire nous rappelle que la dignité ne peut pas être défaite. La communauté dans laquelle je me sentais autrefois invisible me voit aujourd'hui. Non plus comme la fille de quelqu'un, ou la sœur de quelqu'un, mais comme Erika, la femme qui s'est levée, qui a parlé, et qui a transformé la douleur en sang. Marcia purge toujours sa peine. Quant à Mira, j'ai entendu dire qu'elle avait eu du mal à trouver un emploi après que son casier judiciaire soit devenu public. Elle a quitté l'État,
d'après ce que j'ai pu apprendre, elles mènent désormais une vie discrète. Je n'ai plus parlé à aucune des deux. Et je n'en ai pas besoin. Parce que la vérité, c'est qu'elles ont perdu bien plus que moi. Elles ont perdu la chance de grandir, de réfléchir, d'aimer. Et moi, j'ai gagné, moi-même. Parfois, certaines mariées me demandent si j'ai toujours aimé les mariages. Je souris, car la réponse est nuancée. Je leur dis que je n'ai pas toujours cru que j'avais ma place dans une robe comme celle-ci. Mais un jour, j'ai marché dans l'allée, vêtue d'une robe que je n'avais pas choisie, et j'ai compris que j'étais devenue quelqu'un de plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'une femme franchit la porte de mon studio, en doutant de sa valeur, en pensant qu'elle n'est pas assez bien, je l'aide à se regarder dans le miroir, j'ajuste la dentelle, je relève son menton et je lui dis, « Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre te fasse sentir spécial. Tu le es déjà. » Elles ont peut-être déchiré ma robe. Elles ont peut-être frappé mon visage. Mais elles n'ont jamais pu atteindre mon esprit. Je suis Erika. J'ai 28 ans. Et ceci n'est que le commencement de tout. Merci du fond du cœur d'être resté avec moi tout au long de ce voyage. Partager mon histoire n'a pas été facile, mais j'espère qu'elle aura rappelé à quelqu'un, quelque part, que peu importe la douleur que les autres essaient d'introduire dans votre vie, vous pouvez toujours vous en relever. Si cette histoire vous a touché, si vous y avez puisé de la force, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour partager vos pensées, et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires puissantes et inspirées de la vie réelle. Votre soutien compte énormément pour moi, et il me permet de continuer à raconter des histoires qui méritent d'être entendues. On se retrouve très bientôt dans la prochaine. Je n'étais pas retournée une seule fois dans la maison familiale depuis ce jour-là. Je n'avais reçu aucune excuse, ni de Marcia, ni de Mira. Et à ce stade, je n'en attendais plus. Jake se tenait à mes côtés au tribunal, sa main dans la mienne, solide et rassurante. Vivian était assise juste derrière nous dans la galerie publique, son regard calme fixé droit devant, toujours aussi digne. Elle m'avait accompagnée à chaque rendez-vous avec mon avocate, à chaque audience préliminaire, à chaque évaluation du coût de la robe détruite. L'accusation exposa clairement les faits, 2 chefs d'accusation contre Mira, destruction volontaire de biens et trouble à l'ordre public et un chef d'accusation principal contre Marcia, agression aggravée en public, avec de multiples témoins à l'appui. Il y avait aussi la question des dommages, le coût financier de la robe de haute couture que Mira avait déchirée, non pas une, mais 2 fois. Vivian témoigna de la valeur de la robe, présentant des documents officiels prouvant qu'elle avait été achetée à l'origine pour plus de 400 000 $, confectionnée en soie italienne rare et dentelle ornée de cristaux Swarovski. Les enregistrements vidéo du lieu de réception, que Jordan avait heureusement conservés, furent soumis comme preuve. On y voyait Mira s'approcher de moi et arracher la robe. On y voyait Marcia me frapper en plein visage. La salle d'audience vit tout. Mira tenta de se faire passer pour la victime. Son avocat affirma qu'il s'agissait d'un débordement émotionnel, qu'elle s'était sentie éclipsée et avait agi sous l'effet de la frustration. Mais le juge n'en crut pas un mot. Marcia fut pire encore. Lorsqu'on lui demanda si elle regrettait ses actes, elle persista et signa, « Elle nous a humiliés », dit-elle en me désignant. Elle avait besoin d'apprendre le respect. Le juge se pencha en avant, le regard perçant. « Madame Marcia, ce que vous avez fait n'était pas de l'éducation. C'était une agression, commise en public, le jour du mariage de votre fille. Et vous ne montrez aucun remords, même maintenant. » Quand le verdict fut prononcé, je retins mon souffle. Mira fut condamnée à 3 mois de prison et à payer l'intégralité de la robe détruite, avec des versements échelonnés à commencer immédiatement. Une saisie civile fut placée sur ses revenus jusqu'au remboursement complet de la dette. La peine de Marcia fut plus lourde, 1 an de prison ferme, avec obligation de suivre des cours de gestion de la colère, et une interdiction de tout contact direct avec moi, sauf autorisation écrite du tribunal. Le marteau du juge s'abattit, et ce fut terminé. J'expirai lentement, non pas de soulagement, mais de détermination. Ce n'était pas une vengeance. C'était pour être entendu, enfin, après une vie de silence. À la sortie du tribunal, des journalistes attendaient, espérant une déclaration. Je ne leur ai dit qu'une seule phrase avant de partir, elles ont déchiré ma robe, blessé mon visage et tenté de briser mon esprit, mais tout ce qu'elles ont vraiment fait, c'est me libérer. Dans les semaines qui suivirent le verdict, je respirais différemment. Plus profondément. Plus librement.
Comme si le poids que je portais depuis des années avait enfin été levé. Plus d'appels de ma mère ou de ma sœur. Plus de messages manipulateurs. Plus de faux semblants, de tentatives de recoller des morceaux qui n'avaient jamais vraiment tenu ensemble. Le silence fut déroutant au début, mais il était paisible. Et dans cette paix, j'ai commencé à me reconstruire. Vivian, toujours gracieuse et posée, me proposa de prendre un peu de temps pour me remettre émotionnellement. Mais au lieu de cela, je lui ai demandé si nous pouvions visiter son unité de stockage, l'endroit où sa précieuse collection de robes de mariée était conservée. À l'intérieur, nous avons retrouvé non seulement des croquis, des échantillons de tissus et des robes soigneusement préservées, mais aussi des souvenirs. Vivian avait autrefois rêvé d'ouvrir sa propre boutique, mais la vie l'avait menée ailleurs. Quand je lui ai dit que je voulais redonner vie à ce rêve, pas seulement pour elle, mais aussi pour moi, elle n'a pas hésité. Ce même mois, nous avons signé le bail d'un petit studio à Brookhaven. Nous avons peint les murs en blanc perle, installé des étagères sur mesure pour les dentelles, les soies et les cristaux, et créé un espace d'essayage qui ressemblait à un sanctuaire. Ensemble, nous l'avons nommé Second Bloom Bridal, un hommage à l'idée que la beauté peut renaître, même après la destruction. Jake nous a aidés les week-ends, malgré ses propres obligations professionnelles. Il était fier de moi, chaque fois qu'il posait les yeux sur moi. Ce n'était pas seulement de l'amour que je lisais dans son regard, mais de l'admiration. Nous avons emménagé dans notre nouveau foyer, modeste mais rempli de chaleur, de rire et de la promesse d'un avenir sans rancune du passé. La première mariée qui franchit la porte de mon atelier me rappela moi-même. Elle était timide, incertaine de sa beauté, tenant entre ses mains une photo d'une robe de rêve qu'elle pensait ne jamais pouvoir s'offrir. Je l'ai écoutée, j'ai entendu ses doutes, ses espoirs, et je l'ai aidée à concevoir une robe rien que pour elle. Une robe qui l'a illuminée lorsqu'elle s'est regardée dans le miroir. Je n'oublierai jamais la façon dont ses yeux se sont remplis de larmes quand elle m'a dit « Je ne me suis jamais sentie aussi belle ». À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas juste un métier. C'était une guérison. Chaque robe sur laquelle je travaille, chaque mariée que j'aide à s'affirmer, coud un pansement sur une blessure que je ne savais pas encore ouverte. Je n'aidais pas seulement d'autres femmes à prendre leur place. Je reprenais la mienne. Un jour, alors que je fermais boutique et sortais dans la douce lumière de l'après-midi, Jake m'attendait sur le trottoir, 2 cafés à la main et un sourire complice sur les lèvres. « Comment va ma créatrice de robe préférée aujourd'hui » demanda-t-il en se penchant pour m'embrasser. Épuisé, rageux, mais dans le bon sens. Il me tendit ma tasse, main dans la main, nous avons marché ensemble jusqu'à la maison.